L'invitée de la rédaction, Elisabeth Roudinesco, nous allons ensemble parler du livre qui paraît au Seuil, signé de Wolinski, Les Falaises, et dont vous signez la préface, et on aura l'occasion évidemment de lire un extrait de cette très très belle préface. Alors, j'ai presque envie de dire Wolinski, Les Falaises, aujourd'hui, c'est normal. Ça n'est pas exactement un livre posthume parce que c'est pas un livre qu'avait écrit Georges Wolinski de son vivant. C'est l'idée de sa femme, Maryse Wolinski, de rassembler pas tout, mais la plupart des dessins sur les falaises. Parce que Wolinski était obsédé par les falaises. Il a fait un nombre de dessins sur les falaises qui sont évidemment toujours cette idée, c'est la tentation du suicide. La falaise, je dirais, chez Wolinski, il y a toujours un bonhomme, toujours le même, au gros nez, pas toujours, quelquefois il y a des variantes, et il y a cette idée, je saute, je ne saute pas, je saute, je ne saute pas. Qu'est-ce que c'est que cette tentation de se suicider? Alors, bien entendu, je l'ai ramené à toute son histoire traumatique. Son père qui a été assassiné quand il était très jeune en Tunisie par un employé, la mort de sa première femme dans un accident de voiture alors qu'il était dans la voiture. Il y a eu beaucoup de traumas dans la vie de Wolinski, sans compter évidemment qu'il est mort lui-même assassiné. J'ai très bien connu Georges, il était formidable, je trouve que c'est un très grand dessinateur, et donc ça m'a plu de faire ça, parce qu'il y a une sorte d'anthologie de la falaise avec cette tentation du suicide. Et il y a quelques falaises très étranges. Celle de Moïse, qui lance le Minitel. Celle de ce personnage incroyable. Alors c'est un dessin qui ressemble au dessin de Jérôme Bosch, qui est Dante, en enfer, avec un Saint-Pierre qui accueille les... C'est en pleine guerre du Vietnam, ça, je pense. Donc, j'ai trouvé que les variations sur un même thème étaient passionnantes. Alors, avec une difficulté que vous expliquez d'ailleurs, c'est que Wolinski ne datait pas ses dessins, et que donc vous vous êtes retrouvé avec plein de dessins sans vraiment pouvoir les situer, sauf certains évidemment, mais ça a été une complication aussi. C'était compliqué. Certains sont datés. Certains autres, on reconnaît évidemment l'actualité, même s'ils sont pas datés. Il y a tous les dessins sur François Hollande, les dessins politiques, on reconnaît. Mais il y en a d'autres qui sont pas datés, qui de toute façon, ça n'a pas d'importance, parce qu'il y a ce thème permanent de cet homme tenté de sauter. Et avec toujours derrière la femme. Il y en a une qui le pousse, il y en a une autre qui n'arrive pas à atteindre. Il y a toujours, c'est une sorte d'épure, la falaise. Il y a le coucher de soleil, il y a le soleil, la mer, et le personnage au bord qui existe. Quelquefois des oiseaux dangereux. C'est pour ça que j'ai comparé évidemment à Pierrot le Fou, à la scène finale de Pierrot le Fou. Il faut pas oublier qu'il se met le feu avec la dynamite, avec un cordon de dynamite, et qu'il est au bord d'une falaise douce d'ailleurs, et qu'il essaye d'éteindre. Et ça aussi, c'est présent dans Wolinski. Je veux, je ne veux pas. Je ne veux, je ne veux pas. Je veux me tuer, mais je ne veux pas, etc. Et puis le défi à la nature, le défi à la mer, au soleil. Enfin, ça évoque évidemment toujours. C'est une mer méditerranéenne, ça évoque la Méditerranée, et ça évoque aussi sa condition de juif de la diaspora, de grands-parents immigrés de Pologne, et donc et puis la tragédie finale. Il est quand même mort avec tout Charlie Hebdo, avec toute l'équipe de Charlie Hebdo, en janvier 2015. Alors justement, je voudrais revenir sur un certain nombre de thèmes que vous avez évoqués. Alors il y en a un, je sais pas si j'ose l'aborder avec vous, donc j'y vais tout doucement, j'y vais sur la pointe des pieds. C'est le prophète du peuple juif, c'est Moïse. Parce que Moïse a beaucoup intéressé un autre de vos très très proches, qui est Sigmund Freud. Et cette fascination pour Moïse, m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, quel a été le regard d'Elisabeth Roudinesco sur ce Moïse, finalement, dont chacun s'empare et fait quelque chose? Alors, je l'ai resitué,
historiquement, parce que ce Moïse est très problématique. C'est un bonhomme grincheux, comme il savait en faire, dans une espèce de tunique désagréable. Mais c'est un dessin de caricature qui est au moment du triomphe du Minitel en France. Alors, on ne sait pas si Moïse le grincheux jette le Minitel, c'est l'étape de la loi qui lui échappe, à la vue du peuple qui célèbre le veau d'or en bas de la falaise. Est-ce que c'est un rejet? Le Minitel est peut-être le veau d'or aussi. Oui, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce que c'est que ce Minitel? Il jette pas l'étape de la loi, il jette le Minitel. Est-ce que elles sont devenues l'étape de la loi de cette société consumériste liée au Minitel? Je rappelle aussi le Minitel rose. Enfin, le Minitel, on a complètement oublié. Ça a été le premier instrument tout de même qui anticipait sur l'informatique. Et donc, il m'a beaucoup intéressé ce tableau. J'ai pas tranché, hein, comme j'en avais pas parlé avec lui. Est-ce que lui-même savait ce qu'il faisait? En tout cas, le dessin est très beau et très étrange. Vous posez une question dans votre préface. Vous dites Wolinski, est-ce que Wolinski transgresse l'histoire biblique en la désacralisant? Et vous ne répondez pas à la question. Non. Alors, j'ai envie d'entendre votre réponse. Est-ce que, selon vous, il y a une véritable volonté de transgresser quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une opposition finalement? Quand on veut transgresser, c'est que ça nous gêne. Est-ce qu'il y a une véritable opposition? Ou est-ce que finalement, c'est simplement désacraliser en disant, bon, on en fait peut-être un peu des tonnes? Tout le monde sait que Wolinski était un anarchiste. Enfin, non, pas vraiment, parce que il était plutôt de gauche. Son identité juive était très marquée, elle était forte. Oui, tout à fait. Mais il était quand même irreligieux, complètement irreligieux. Il avait horreur de toutes les religions, il le dit d'ailleurs, je le cite. Mais au contraire, il aimait bien le côté sacralisation. Il s'intéressait aux croyances, à tout ce que les gens croyaient. Mais écoutez, il faisait quand même partie de cette veine. C'est ce qui l'unissait d'ailleurs à Charlie et au début à d'autres, à une tradition caricaturiste. La religion, ils détestaient ça. Ils étaient tous dans la détestation. Mais à Charlie Hebdo, il était plutôt le modéré. Il considérait d'ailleurs qu'il y en avait assez des caricatures du prophète. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus un dessinateur de la vie, de la sexualité des femmes et moins un fanatique de la critique des religions. Il n'empêche que c'était là quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il désacralise? Est-ce que on peut dire il désacralise tout en resacralisant? Parce qu'il prend quand même Moïse. Et ce dessin est assez stupéfiant. Donc, il est marqué, de toute façon, il est marqué par toute cette tradition que son père lui avait transmise. Il est marqué par l'histoire de la Bible, par l'histoire juive, même s'il est il est juif, hein, d'identité juive, il y a pas de doute là-dessus. Il y a un sujet qui est lancé comme ça à la réflexion du lecteur dans votre préface et dans d'ailleurs ce que dit Wolinski à travers ses dessins. Est-ce que finalement ce ne serait pas la loi qui devient l'objet de l'idolâtrie? Et ça, c'est vrai que c'est grinçant à dire, parce qu'on se dit, mais s'il y a même plus la loi, alors sur quoi on repose, quoi? Mais je crois qu'il était un être très moral, et que ses dessins ont une morale. D'ailleurs, tous les grands dessinateurs, son ami Reiser aussi, tous ses amis de Charlie Hebdo, attention, une caricature n'est réussie que si la loi existe et le surmoi existe. Mais c'est cette idée qu'on peut se moquer de tout. Et ça, il avait raison. Donc, bien sûr que il caricature aussi la loi, mais il y a de la loi. Dans le fait de caricaturer la loi, ça veut dire que la loi existe. Sinon, il n'y a pas de grands dessinateurs. Je dirais que c'est comme les grands comiques au cinéma, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Ils sont extraordinairement drôles parce que derrière il y a du tragique. Sinon, c'est pas intéressant. Le drôle pour le drôle, ça n'existe pas. Donc il faut qu'il y ait un arrière-fond. Et cet arrière-fond, chez Wolinski, c'est tout de même aussi le triomphe de la vie. Il a écrit beaucoup sur les femmes. On a fait de lui un macho, ce qui est complètement ridicule. Il était obsédé par le corps féminin,
par toutes ces femmes nues qu'il met en scène et qui sont poudrées, maquillées. Elles courent aussi beaucoup, on les voit, très virevoltants. L'acte charnel, oui, bien sûr. Et c'est un dessinateur de la vie. Il y a aussi ce dessin prémonitoire, quand même, qui était fait, l'autocar qui tombe de la falaise, avec toute l'équipe de Charlie, est évidemment prémonitoire. En disant quelque chose comme « et si on en réchappe, ce sera un miracle ». Voilà, mais ça visait le fait que avant les attentats, Charlie Hebdo ne marchait plus du tout. C'était un journal à l'agonie qui n'avait plus d'argent. C'est ça que ça visait. Il n'empêche que avec l'histoire, avec un grand H, ça prend une dimension étonnante. Alors, il y a aussi l'escalier qui a une véritable place dans le dessin de Wolinski. Oui. Et en regardant ces dessins qu'on picore, parce que c'est pas évidemment un livre qu'on lit de la première page à la dernière page, mais on ouvre, on virevolte nous aussi. On se dit, ça me rappelle parfois certains rêves d'empêchement. Vous savez, quand l'escalier il descend tout le temps et on n'arrive pas à le descendre, ou on monte tout le temps et on n'arrive jamais en haut. Et c'est vrai qu'en regardant ce livre, on a cette espèce un peu d'angoisse. Alors, je sais pas si c'est moi qui traduis les miennes propres, ou si en généralisant, il y a cette espèce d'empêchement de faire. Ah oui, c'est des cauchemars. C'est ça. C'est un cauchemar. C'est ça. Et le fameux rêve d'escalier qu'on fait tous tout le temps, c'est l'idée de jamais arriver au bout. Évidemment, on tombe dans un entonnoir sans fin. Oui, il y a ça. Il avait une très grande angoisse, je le dis, de mourir. Pas du tout de mourir d'un coup. Il avait l'angoisse de la maladie, de plus pouvoir boire son whisky, d'avoir des maladies diverses. Il avait 80 ans. Et donc, oui, c'est sûr, de plus pouvoir jouir de la vie comme avant. Et donc, bien sûr que c'est un livre sur les angoisses de mort. Et vraiment, il faut remercier Maryse Wolinski qui a voulu que ce livre soit fait. C'était pas évident, hein. La falaise, c'est évidemment la tentation du suicide. Et là, je lis un extrait de votre préface, si vous permettez. Se jeter dans la mort pour éviter la mort. Tel est d'ailleurs le rêve du personnage au grand nez allongé sur le divan, au bord de l'abîme. Il parle aux oiseaux qui guettent leur future proie. J'ai vérifié qu'il n'y a aucun dysfonctionnement dans ma vie et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Il paraît qu'un jour, je vais mourir. Je dirais volontiers que la falaise wolinskienne est comme l'envers dramatique de ce bonheur de vivre qui caractérise l'œuvre du grand humoriste amoureux de l'univers féminin. La femme y est d'ailleurs présente de différentes façons, par ses objets, son sexe, ses discours. En un mot, la femme de la falaise est partout conquérante, émancipée, offerte, séductrice, désirable, peu tentée par le suicide. Face à elle, son homologue masculin est mélancolique, hanté par sa propre mort, est toujours prêt, consciemment ou non, à plonger du haut du précipice. Et quand parfois la femme prétend vouloir sauter, l'homme se conduit en hypocrite. « Chérie, tu n'as pas envie de me pousser dans le vide ?» Je plaisante, bien sûr. Et celui-ci, déjà en train de la pousser, répond « Comment as-tu deviné, mon amour ?» Je plaisante, bien sûr. Donc voilà, c'est voilà une préface. Donc chacun connaît votre écriture et je vous le disais d'ailleurs hors antenne, mais je vois pas pourquoi je vous le dis hors antenne. Il y a beaucoup de têtes pleines, de têtes bien faites qui écrivent probablement pour un cercle restreint de gens qui comme eux ont des têtes bien pleines et bien faites, mais très peu ont une plume, c'est-à-dire écrivent. Et c'est vrai que vous avez même dans vos biographies, dans les biographies que vous faites et que vous avez fait, et dont nous parlions à l'instant au début de cette édition, eh bien, il y a une plume, c'est-à-dire que c'est un écrivain qui écrit, c'est quelqu'un qui, et c'est vrai que cette préface, moi, m'a mis, enfin, j'ai eu envie de me frotter les bras parce qu'on a des frissons comme ça, et c'est vrai qu'en plus, et on en terminera là, vous le disiez à l'instant, Wolinski, vous l'avez connu et c'était un être attachant. Ah oui, c'était un être très attachant. Il était extraordinaire, Wolinski. Puis c'était à la fois un dessinateur populaire et extraordinairement élitiste dans, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire que les dessins étaient très travaillés. Il y a toute une influence de Jérôme Bosch, de la Renaissance, c'est des dessins très travaillés. Il y a plusieurs tendances chez Wolinski. Il y a la tendance très minimaliste et puis la tendance foisonnante au contraire
qu'on peut retrouver dans la peinture du Moyen Âge et de toutes les époques d'ailleurs. Il associe toutes les périodes de la peinture. Et dans La Falaise, vous avez toute la variation. C'est toutes les variations. Et il y a différents niveaux de lecture aussi. Oui. Le cinéma aussi est très présent. Merci infiniment Elisabeth Rodinesco d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que mardi prochain, nous serons ensemble à Strasbourg. En effet, nous participerons à la nuit de la philosophie. Et lors de cette nuit de la philosophie, eh bien le thème qui a été choisi est de Simone de Beauvoir à Simone Veil. Alors c'est un sujet que vous connaissez ô combien, connaissant et l'une et l'autre et tout ce parcours qui a été fait, tous ces combats qui ont été menés, ces victoires qui ont été conquises, ces échecs aussi qui ont été avérés. Donc nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une leçon inaugurale, puisque c'est vous qui êtes chargé de la leçon inaugurale, et c'est une leçon que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de RCJ, une leçon que vous pourrez suivre. Toutes les précisions vous seront évidemment données dès le début de la semaine prochaine, de 19h30 à 20h, 20h10. La leçon inaugurale donc d'Elisabeth Rodinesco, Simone de Beauvoir à Simone Veil. Merci infiniment, madame, merci de votre présence. Et bien, on se voit très vite et à Strasbourg. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.